Mes amis, bien le bonjour. Ces derniers temps, à moins que vous ne viviez dans une grotte, vous avez entendu parler de la panique générée par les tarifs de Trump. C'est des barrières douanières qu'il est en train de diriger un peu partout. Quelque part, intérieurement, je ne vous cache pas que je savoure un petit peu ce qui disait le nouvel ordre mondial arrivera, qu'on le veuille ou non, tout ça. Bon, le nouvel ordre mondial, il a du plomb dans l'aile. Enfin, il n'a pas du plomb dans l'aile, il est en train de mourir de sa belle mort. Je ne crois pas que tous ces fantasmes de mondialisation dont on nous a abreuvés pendant les dernières décennies se concrétiseront de notre vivant. Je crois que c'est absolument terminé pour toujours et à jamais. Maintenant, beaucoup de gens spéculent sur ce que veut faire Trump avec ces tarifs. C'est quoi son but? Bien entendu, l'intention affichée, c'est de dire on va réindustrialiser les États-Unis. Mais bon, c'est peut-être juste une intention affichée. Il faut savoir que avec la politique américaine, entre ce qui est ce qu'on affiche et ce qu'on fait, il y a toujours un différentiel. Ça, c'est le premier point à considérer. Deuxièmement, indépendamment de ce que veut Trump dans son fort intérieur, que va-t-il obtenir dans la réalité? Parce que Trump, il peut tout à fait penser installer ses tarifs ou mettre en place ses tarifs pour une raison qui lui est propre, mais dans la pratique, il peut obtenir complètement autre chose. Ça, c'est encore à voir. Alors, premièrement, par rapport à la réindustrialisation des États-Unis, j'ai l'impression qu'on va un petit peu vite en besogne avec celle-là. Je suis pas très chaud. Je ne pense pas que c'est l'effet qu'il va obtenir. C'est peut-être l'effet qu'il cherche, je ne le nie pas. Moi, je ne suis pas dans sa tête. Mais est-ce que c'est l'effet qu'il va obtenir? Permettez-moi d'en douter. Je vous donne deux, trois éléments pour vous permettant de juger. Vous dire un petit peu comment je construis un petit peu cette position. Alors, premièrement, il faut savoir qu'il y a une instabilité de la politique américaine. Jusqu'à il y a récemment, ils avaient l'administration Biden qui allait dans une direction, et là, soudainement, on voit qu'il y a un changement de direction à 180 degrés. Sans rentrer dans le discours partisan, savoir qui a tort, qui a raison, on doit quand même admettre que c'est un changement radical. Changement radical qui peut être suivi par un changement non moins radical dans 4 ans. C'est-à-dire, les cycles politiques américains sont courts. Tous les 4 ans, on a potentiellement une nouvelle administration qui va défaire tout ce qu'a fait celle d'avant. Les cycles industriels, eux, sont pas courts. Eh bien oui, les cycles industriels sont beaucoup plus lents. Si on investit sur une usine, par exemple, et qu'on installe une usine aux États-Unis, ben, il faut du temps. Il faut du temps pour la construire. C'est un investissement lourd. Hein. C'est pas un site web. C'est pas une start-up. C'est pas juste un bureau à ouvrir. C'est un grand projet qui s'inscrit sur une logique d'au moins 10-15 ans pour sa rentabilité. Donc, imaginons la situation suivante. Je vous donne un exemple. Imaginons, nous avons, vous et moi, nous avons des usines un peu partout dans le monde, mais on n'est pas très positionné aux États-Unis. Trump installe ses tarifs et on se dit, bon, est-ce qu'on va aux États-Unis? Pas si vite, pas si vite. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que imaginons qu'on se dit, si on arrive à passer par-dessus la barrière douanière de Trump, ça signifie on produit aux États-Unis, eh bien, on va laisser tous nos concurrents derrière ce mur et le marché sera à nous. Génial. Ça, c'est sur le papier. En pratique, c'est quoi? En pratique, on peut investir très lourd pour aller aux États-Unis. Puis soudainement, dans 3 mois, Trump dit, ben, on a négocié avec tel pays, il n'y a plus de tarifs. Voilà. Ou on les a laissés tomber, ces tarifs. Ça ne nous intéresse plus, on va changer de politique. Tu vois? Et à ce moment-là, tout l'avantage concurrentiel que tu as en déplaçant une usine à plusieurs milliards aux États-Unis, tu le perds tout de suite parce que les tarifs n'existent pas. C'est-à-dire, si ces tarifs, vous les réindustrialiser avec, il aurait fallu des garanties beaucoup plus solides. Et il aurait pu dire, c'est parti, les gars, c'est parti pour 50 ans. Les tarifs que je mets en place aujourd'hui, nous sommes en 2025, je peux vous garantir, par des mécanismes institutionnels très durs, qu'en 2075, ils seront toujours là. Donc si vous voulez vendre aux États-Unis, c'est le moment ou jamais d'investir. C'est le moment où vous prenez vos dispositions sur le long terme. D'accord? Le problème, c'est que ce n'est pas ce qu'il dit. Et lui, il utilise ça comme un outil de négociation, comme un outil de coercition. Bon, d'accord. Que font les industriels? Ben, ils attendent. Bien entendu, vous avez entendu que certains ont augmenté leur production aux États-Unis. Oui, c'est vrai, c'est possible d'augmenter sa production. Mais ça, c'est beaucoup plus facile d'augmenter la production que de la créer. Ceux qui ont des usines sur place, déjà,
Ils n'ont qu'à jouer un petit peu, faire des ajustements avec leur chaîne de logistique et produire plus aux États-Unis que ce qu'ils produisent déjà. Ça, c'est facile à faire. Ça, on peut faire en quelques semaines ou quelques mois. Mais complètement investir aux États-Unis, pourtant, c'est un pays très intéressant, avec une grande clientèle et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est un pays aussi qui a un cauchemar financier, qui a un cauchemar régulatoire. On va en Californie ou ailleurs, hein, ou dans beaucoup d'États américains, tu as des réglementations écologiques, climatiques, des taxes, des machins, des normes, le gender, le truc. Je veux dire, oublie quoi, oublie. C'est un pays qui ne va pas juste comme ça s'industrialiser. Ça, c'est le premier point. C'est un côté cauchemardesque. Deuxièmement, quand tu veux industrialiser un pays, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de main-d'œuvre. Tu as besoin de main-d'œuvre qualifiée. Tu as besoin d'un écosystème de fournisseurs. Tu ne vas pas juste installer une usine dans le désert et puis tu vas commencer à sortir des bagnoles. C'est pas comme ça que ça marche. Tu as besoin d'un écosystème de fournisseurs qui ont du savoir-faire, qui vont t'aider dans ce que tu veux faire. Or, on a non seulement détruit des zones industrielles complètes, regardez Détroit dans le Michigan, regardez bien Détroit et les news de Détroit parce que c'est le futur de beaucoup de pays européens, l'Allemagne en particulier. Donc, puisqu'on a désindustrialisé, on a détruit non seulement les industries, mais on a détruit tout l'écosystème qu'il y a autour. On a détruit le savoir-faire, on n'a plus les professionnels, on n'a plus l'expérience, on n'a plus rien. Il ne s'agit pas juste de se pointer et dire, bon, voilà, construis-moi une usine là, puis c'est parti. Non, non. Tu vas passer, tes cheveux vont devenir blancs rien qu'à obtenir les autorisations. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est du rêve, ça. Il veut réindustrialiser les États-Unis, oui, il pourra probablement encourager les industries existantes à produire plus et tout, ça c'est vrai. Mais causer une réindustrialisation massive des États-Unis, je crois que c'est un petit peu... Ce train est déjà parti. Hein. Cette bataille a été perdue. C'est une bataille qui a été perdue, elle n'a pas été perdue hier. Elle a été perdue il y a très longtemps. Hein. Elle a été perdue il y a longtemps, les morts ont été enterrés, les tanks qui sont restés sur place, ils ont rouillé, puis ils ont été pris par les quatre vents et tout ça. On ne peut plus revenir derrière. C'est terminé, on ne peut plus revenir en arrière. La Chine aujourd'hui a une supériorité énorme, en particulier une supériorité d'échelle. Ils ont une économie d'échelle que les États-Unis ne pourront pas atteindre. Ils ont accès à une main-d'œuvre spécialisée, ultra performante, ultra entraînée. Ils ont une énergie pas chère, ce que les États-Unis n'ont pas. Ils ont des réglementations qui sont pro-industrie, que les États-Unis n'ont pas. D'accord? Donc, et en particulier, la Chine a atteint ce stade de suprématie totale et définitive sur l'industrie grâce en particulier aux Américains. Grâce aux Américains. Parce que les Américains, si vous voulez, comme beaucoup de dirigeants occidentaux, en vérité, ils ont tout vendu. Ils ont vendu leur âme, ils ont trahi leur pays. Ils ont vendu leur âme pour juste améliorer les marges. Voilà, nous, on veut les marges. Mais voilà, vous avez les marges. C'est terminé. Parce que ce qu'ils ont cru, les Américains, ce qu'ils ont cru, d'ailleurs, pas que les Américains, les Européens aussi, dans une grande mesure, ils ont pensé que les Chinois allaient accepter de devenir les petites mains, pour l'éternité, pour des générations, devenir des petites mains qui viennent le matin dans des usines, habillées de leur uniforme, qui fabriquent des babioles pas chères pour les Européens, pour les Américains, et puis leur expédier, et comme ça, comme ils ont une main-d'œuvre pas chère, eh bien ça permet aux forces de l'argent européennes, occidentales en général, d'augmenter leurs marges. Voilà, c'est ce qu'ils ont cru. Ils ont cru que ça allait marcher pour toujours. Alors, les histoires de trahison, quand on trahit sa civilisation, quand on trahit son pays, ça marche sur le court terme. Oui, ça marche. Ça peut marcher pendant 6 mois, ça peut marcher pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Oui, ça peut marcher. Mais après, il faut payer le prix. Ben, aujourd'hui, c'est le prix qui est en train d'être payé. Aujourd'hui, il n'est plus possible de réindustrialiser les pays européens ou les États-Unis. C'est juste quelque chose qui n'est plus envisageable dans le futur. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, comme je vous ai dit, et c'est quelque chose qui, à mon sens, est peut-être, je dis peut-être, bien entendu, je n'ai pas une boule de cristal, qui est peut-être la chose la plus pertinente dans cette histoire, c'est qu'il va pousser de plus en plus de pays à soutenir le dollar américain. Tout simplement. Il a besoin qu'on soutienne le dollar américain. Ça veut dire quoi? En faisant cela, on va obtenir quoi? On va obtenir que des pays ont intérêt à avoir un dollar fort, ça veut dire qu'elles doivent acheter le dollar, leur monnaie va se dévaluer vis-à-vis du dollar. Donc, malgré les tarifs, les Américains vont percevoir les produits de ces pays qui sont pas chers.
voyez-vous? Donc ils disent, bon voilà, c'est quand même pas cher parce qu'on a un dollar fort. Dollar fort, c'est ce que veut Trump, pour contrer les efforts de dédollarisation de nombreux pays, en soutenant le dollar par cette méthode artificielle. Les pays qui verront leur monnaie baisser, eh ben ces peuples-là, tout ce qu'ils achèteront à l'étranger devront le payer plus cher, effectivement. Ils verront une inflation chez eux. Donc cette inflation sera une manière indirecte pour eux de subventionner la consommation des citoyens américains. Donc voilà. En d'autres termes, ce qu'il veut, créer des tarifs, d'accord, des barrières douanières, et les faire payer non pas au peuple américain, comme beaucoup disent, ouais, ça va créer de l'inflation pour les Américains, non. Son but, je pense, mais on va voir si dans la pratique ça va se réaliser, mais son but, c'est que ces tarifs douaniers soient payés par les pays exportateurs, par les peuples des pays exportateurs. Bon, voilà, on verra ce que ça va donner. Autre chose, il y a des gens qui disent « ouais, la bourse s'effondre et tout », on s'en fout complètement de la bourse. La bourse, il y a très longtemps que c'est déconnecté de l'économie réelle. Il y a des fois, l'économie réelle va très mal, les gens perdent leur emploi, les gens subissent l'inflation, les gens subissent la crise, et la bourse va très bien. Et l'inverse est vrai, on peut avoir des périodes un petit peu d'accalmie où ça va un petit peu mieux pour nous, n'est-ce pas? Je ne me rappelle pas beaucoup de ces périodes-là, mais bon, ça a dû exister, n'est-ce pas, si on est objectif. Et en même temps, la bourse dégringole. Donc, la bourse, si tu veux, c'est le pouls du capitaliste. Quand les forces de l'argent sont en train de se faire beaucoup de bénéfices, il y a une euphorie, ben voilà, on a la bourse qui augmente. Après, quand ça tourne mal ou quand leur morale est en berne, eh ben forcément, ce que ça va faire que la bourse va dans l'autre direction. Mais en pratique, c'est complètement déconnecté de ta vie et de la mienne. Voilà. En tout cas, mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle mon livre, Les Grandes Trahisons, qui est sorti ce mois-ci. Et puis, on se voit bientôt. Si vous voulez savoir où je suis, là, vous voyez du paysage défiler derrière moi. Je suis en Norvège, on est en train de quitter la ville de Stavanger, n'est-ce pas? Et puis, si vous voulez voir plus, regardez sur mon canal Aldo Stéron Voyage. Sur ce canal-là, je partage un peu mon journal de voyage. Donc là, on est sur le navire Queen Mary 2. Voilà, puis il est en train de quitter c'est la fin de la journée, il est en train de quitter le port gentiment. La ville est derrière nous et là, on va vers le large. On est dans un chenal qui était très étroit tout à l'heure. Les maisons étaient super proches. Maintenant, c'est doucement en train de s'élargir. Voilà, mes amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans la prochaine. À bientôt.